votre présence. Tout d'abord, je voulais vous présenter ce livre de 300 pages, qui n'est pas un livre tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est la compilation de nos émissions en radio. Et c'est une émission 2.0. Pourquoi? Parce que l'invité se trouve à Paris, le journaliste au Mans et le régisseur à Milan, en Italie. Et nous nous réunissons tous les samedis à midi pour faire cette émission. L'idée, c'est de décrypter l'actualité, c'est-à-dire la géopolitique, l'univers des relations internationales, afin de mieux cerner les décisions des leaders qui gouvernent ce monde en évolution. Vous avez effectivement sur ces 300 pages 36 chapitres, et sur les 36 chapitres, vous avez d'une part toute l'actualité politique et internationale. Le Sénégal occupe à peu près 7 chapitres dans ce livre. Mais je vous invite à le lire et puis à remonter les remarques et suggestions. Je profiterai de l'occasion pour vous présenter mon co-auteur, qui est journaliste, qui est aussi écrivain. Il a à son actif plus de 10 romans, et je fais l'oral blanc tous les samedis à midi. Il m'interroge sur les questions internationales. Et pour commencer, je vais lui laisser la parole pour dire comment il a conçu cette émission. Oui, vous pouvez l'applaudir un peu plus, s'il vous plaît. Ça va lui faire grand plaisir et ça va lui aller droit au cœur. Surtout qu'il aime bien quand même qu'on le flatte un petit peu quand même. Eh bien, bonjour, mesdames et messieurs. Moi, j'ai pas le plaisir, comme mon ami Ibrahima, de vous connaître personnellement, intimement, sauf quelques-uns. Mais je dois dire que c'est toujours avec un réel plaisir que je viens au Sénégal. On va commencer par dire cela. Parce que, en tant que journaliste, j'ai effectué beaucoup de reportages dans le monde entier. Malheureusement, d'ailleurs, parce que j'étais spécialisé dans ce domaine-là, souvent sur des théâtres de guerre. Par exemple, j'ai été durant la première guerre du Golfe, j'étais en Arabie Saoudite. Après, j'ai été au Cambodge, j'ai été en Somalie, j'ai été en Bosnie, à Sarajevo, par exemple, mais aussi au Kosovo et ailleurs. Donc, mais je suis surtout aussi venu faire des reportages, pour la plupart dans un centre d'intérêt tout à fait différent, en Afrique. Alors j'ai été en Afrique du Sud, j'ai été au Cameroun. Là, c'était pour couvrir, par exemple, la conférence internationale sur le sida, à l'époque. La 7e, si je ne me trompe pas. Je suis allé au Mali, où j'ai eu l'occasion, l'honneur et le plaisir d'interviewer l'ancien président, l'un des anciens présidents, Alpha Omar Konaré. Je suis allé en Côte d'Ivoire, alors là c'était effectivement plus pour une intervention à caractère militaire, là encore. Et au Sénégal, je suis venu plusieurs fois. Et je le disais tout à l'heure à un de nos amis ici, la première fois que j'y suis venu, c'était pas vraiment en qualité de journaliste, mais tout simplement parce que j'avais un ami qui était Jacques Bunicourt, qui présidait l'association que connaissent peut-être beaucoup d'entre vous, ENDA Tiers-Monde. ENDA qui a beaucoup travaillé dans le domaine du développement en Afrique et en particulier, je sais, au Sénégal. Donc les contacts qu'on a à ce moment-là avec la population, jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, etc., c'est quelque chose de passionnant et ça nous marque pour la vie. Donc ça a été ma première rencontre avec le Sénégal. J'ai malheureusement pas eu, contrairement à d'autres, le plaisir d'y venir en vacances. Donc je connais Sali, évidemment, mais j'y ai pas séjourné. En revanche, je suis revenu ensuite, effectivement, à plusieurs reprises, dont la dernière fois il y a 3 ans, et aujourd'hui avec mon ami Ibrahima déjà, et aujourd'hui encore, à l'occasion de la sortie de ce livre. Et je dois dire, vous voyez par exemple déjà, et c'est pas parce que vous êtes là que je le dis, mais c'est vraiment un cri du cœur. D'abord, j'aime l'Afrique. Il y en a quelques-uns qui me font la gentillesse de m'appeler un peu un Africain blanc, mais en tous les cas, j'aime vraiment l'Afrique, sincèrement. Et dans tous les pays où je me suis rendu en Afrique, il est indéniable que c'est le Sénégal qui, pour moi, est le pays le plus hospitalier, le pays le plus chaleureux. Et vraiment, c'est toujours avec beaucoup d'émotion, et je cultive d'ailleurs des relations amicales avec plusieurs d'entre vous, parce que c'est une expérience, je pense, formidable. Donc voilà, une fois que ça a été dit, mais c'est le cri du cœur et c'est très sincère. Et merci pour tout ce que vous avez fait. Je le disais aussi à nos amis tout à l'heure, j'ai moi-même, après fait mes études, j'ai enseigné aussi un peu à l'université, et dans une école d'ingénieurs et dans une faculté de droit.
Et j'ai découvert, notamment à travers un certain nombre de mes amis sénégalais, des gens d'une très grande culture. Et là aussi, si vous voulez, il m'est même arrivé parfois d'être bluffé, d'être, en tous les cas, admiratif devant cette culture très profonde, pas superficielle, comme c'est le cas pour beaucoup d'entre nous, mais une vraie culture. Vous avez une élite au Sénégal qui mérite tous les compliments, toutes les félicitations. Et c'est une chance pour un pays comme le vôtre que d'avoir cette élite intellectuelle. Car un pays qui ne soigne pas sa formation, malheureusement, n'a pas trop d'avenir. Or, vous êtes sans doute un des pays, à mon avis, d'Afrique parmi les plus cultivés qui soient. Alors, félicitations et entretenez surtout toujours cela parce que c'est une richesse unique, c'est un patrimoine formidable. Alors, félicitations pour l'avoir entretenu et continuez grâce à vos enseignants qui seront pour certains ici et d'autres à le faire. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent. On se voit encore avec mon ami Ibrahima, à qui je réponds à l'invitation de venir l'accompagner pour cette dédicace. Bon, c'est pas trop compliqué parce que Ibrahima est peut-être le meilleur des amis que j'ai. C'est même le meilleur. Mais j'hésitais à le dire parce que je sais qu'il va en souffrir. Il est quand même assez modeste en réalité. Et lorsque, si vous voulez, il y a un an, moi je suis un homme de radio, j'ai fait beaucoup de journalisme radio en France. J'ai dirigé une radio dans le groupe Ouest France. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait des reportages dans le monde entier d'ailleurs. De Cuba à la Russie, en passant par l'Asie, l'Afrique, comme on le disait tout à l'heure. Et lorsque j'ai eu l'opportunité, grâce à lui, de rencontrer les dirigeants de Diaspora Vision l'année dernière, je leur ai soumis 2 projets, 2 idées, un billet d'humeur, parfois c'est même un billet de mauvaise humeur, mais le plus souvent un billet de bonne humeur, et puis surtout une émission que je souhaitais faire, carte sur table, une émission à caractère géopolitique. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on manque d'explications sur un peu tous les bouleversements dont notre monde souffre à l'heure actuelle. Et malheureusement, nous en sommes familiers quand on voit encore ce qu'on assiste en Europe avec la guerre aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. Et donc cette mission à caractère géopolitique, je vais proposer de l'appeler carte sur table. Ça avait une double signification, si vous voulez, ce titre, carte sur table. La première, c'est que, évidemment, comme on va parler de géopolitique, on parle de géographie. Et la géographie, d'ailleurs, pour les enseignants, ils le savent bien, comme pour l'histoire, c'est essentiel, c'est ce qui explique pratiquement tout. On connaît beaucoup de choses grâce à la géographie. Et donc, les cartes. Donc, carte sur table. Et puis, je voulais aussi que l'invité soit vraiment un invité qui joue franc jeu, qui répond très directement à mes questions, qui n'essaie pas de biaiser, de les contourner, de les escamoter, de les évacuer. Donc je voulais véritablement qu'il joue carte sur table. Et donc, lorsque ça a été acté, ce projet d'émission, j'ai pensé effectivement à Ibrahima. Alors vous me direz, c'est facile, je le connaissais. Oui, mais il se trouve aussi que je l'apprécie énormément, et non pas, il ne s'agissait pas de faire un acte de favoritisme quelconque, de privilégier... non. Il se trouve que je connais son attachement au Sénégal, je connais son engagement à la vie politique sénégalaise, et donc je trouvais que c'était bien qu'il soit un grand témoin, un invité qui, chaque semaine, puisse exprimer son opinion, ses analyses, ses convictions sur justement les grands thèmes dont on allait débattre ensemble. Alors, je vous explique un peu les coulisses de l'émission. En tout début de semaine, on se concerte tous les deux, ou plutôt je l'appelle. Et je lui dis voilà, à travers l'actualité, il serait peut-être bien que cette semaine, on évoque le sujet, je ne sais pas, de la Centrafrique, du Rwanda, du Mali. Il y a eu 2 coups d'État en l'espace de très peu de temps. Du Tchad également, où il y a eu le décès du maréchal Idriss Déby, etc. Et puis lorsqu'on en est tombé d'accord, alors à ce moment-là, moi je travaille de mon côté à satisfaire ma curiosité qui devrait être celle des auditeurs, car un journaliste c'est ça, c'est quelqu'un qui se met à la place des auditeurs ou de ses lecteurs et qui pose à son invité des questions que chaque lecteur ou chaque auditeur a envie de lui poser. On est un peu nous les intermédiaires, les intercesseurs. Et lui de son côté, fort du thème qu'il connaît, eh bien, il travaille sans doute un peu de manière à ce que lorsqu'effectivement on se retrouve à midi précise sur les antennes, eh bien on peut dérouler les questions-réponses. Et ma foi, depuis un an, ça fonctionne plutôt bien.
On a eu de très bons retours sur les réseaux sociaux, on a de très bons échos par ailleurs. Et alors ça nous a incité, si vous voulez, un peu à la demande justement des auditeurs, d'écrire ce livre qui est en fait la compilation, la somme des 36 émissions que nous avons réalisées l'année dernière. De manière à avoir une trace écrite, et pour ceux qui ne les auraient pas entendus, écouter ces émissions, eh bien qu'ils puissent s'intéresser au sujet que nous avons ensemble abordé durant toute l'année. Et donc, lorsqu'on a vu toutes ces réactions, eh bien on s'est dit on va sortir ce livre. Et du coup là, en début d'année, en voyant les réactions de nos lecteurs, ça nous a incité à partir sur le projet d'une édition 2022. Donc vous avez l'édition 2021 des émissions de l'an dernier, et vous aurez l'année prochaine, en fin d'année ici, les émissions, la compilation de celles que nous réalisons à l'heure actuelle. Dernière information, puis pour ça après je vous laisserai plutôt la parole. Je vais dévoiler un tout petit secret. Samedi, donc dans 2 jours maintenant, on va faire notre nouvelle émission, donc comme chaque samedi à midi. Et nous avons reçu, depuis Dakar d'ailleurs, et nous avons établi le thème sur la géopolitique du sport. Parce que la géopolitique, évidemment, c'est très vague. Il y a la géopolitique, comme vous l'a dit Ibrahima, qui tente d'expliquer les grands mouvements internationaux, etc. Il y a la géoéconomie, parce qu'il y a aussi un rôle très influent avec la mondialisation et la globalisation des marchés. Il y a effectivement, c'est un vaste sujet, la géopolitique. Et il y a aussi la géopolitique du sport. Et je ne vous apprendrai rien en disant, par exemple, que pour les grandes nations, et même les plus petites, mais on va se limiter, mettons grande dans mon exemple, si vous prenez la Russie, vous prenez les États-Unis, vous prenez la Chine, vous savez comme moi qu'ils sont très comptables des médailles d'or, des médailles d'argent, des médailles de bronze que leurs équipes vont rapporter lors des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde, etc. C'est une diplomatie, la diplomatie, comme l'appellent les Chinois, la diplomatie du ping-pong. Et c'est vrai que c'est peut-être un sujet, un aspect de la géopolitique qu'on méconnaît un peu. Et il se trouve que moi je suis arrivé ici mardi, et c'était le jour de la comment dire, où on a retenu l'équipe de football du Sénégal de la qualification pour la Coupe du Monde 2022. Alors, en ayant battu encore une fois d'ailleurs les malheureux pour la 2e fois, mais on va, pardonnez-moi, s'en réjouir parce que c'est les Sénégalais qui l'ont gagné, donc qui ont battu l'Égypte. Et donc ça illustrera entre autres notre émission de samedi, parce que c'est vrai que là aussi on découvrira que lorsque on s'intéresse ainsi au sport comme le football au Sénégal, il n'y a pas beaucoup d'événements, si vous voulez, qui peuvent prétendre faire vivre avec autant d'émotion, aussi intensément, que finalement le sport. La population entière est véritablement scotchée devant les téléviseurs quand elle n'a pas pu accéder au stade. En plus, là, vous inauguriez presque le stade sur le plan du niveau sportif, et avec une victoire et quelle victoire. Donc c'est véritablement important, mais ça a des conséquences et des incidences sur le plan de cette fameuse géopolitique. Voilà donc un peu le sujet dont nous débattrons ensemble samedi midi. Voilà, pour moi je ne ferai pas plus long, je repasse à Ibrahima et après nous sommes à votre disposition bien sûr. Merci à vous. Merci beaucoup. En fait, j'arrive à commencer à nous parler de géopolitique du sport, qui sera notre prochaine émission du samedi. Mais pour ce qui nous réunit, je laisse la parole aux intervenants, aux personnes qui veulent intervenir, tout simplement, en nous parlant du projet, parce que les livres, certains de vous ne l'ont pas encore lu, mais vous avez 36 chapitres derrière, et sur les 36 chapitres, il y a des questions politiques liées, par exemple, aux problèmes qui se sont passés au mois de mars. Il y a également les problèmes de la pandémie, parce qu'on a traversé malheureusement cette année, ou depuis 2019, une année très dure avec la pandémie. Et toutes ces questions-là ont été abordées chaque samedi avec mon interlocuteur, sinon celui avec qui je passe mon grand oral le samedi. Bonjour tout le monde. Nous allons nous exprimer en français, bien entendu. Je voudrais tout d'abord remercier Ibrahima Thiam de nous avoir conviés à cette cérémonie de dédicace de cet ouvrage.
Ibrahima Thiam, je l'ai connu il n'y a pas si longtemps, sous deux registres différents mais complémentaires. Nous étions engagés ensemble lors donc des élections législatives de 2017 dans la même coalition. Et à l'époque, il s'occupait pour notre coalition de la zone Europe du Centre, c'est-à-dire la France. Et il était à l'époque avec Bok Giskis. Et nous avions travaillé ensemble. On a eu même à faire un recours devant les juridictions pour une députée qui a été élue députée et qui n'était pas sur les listes électorales. Et ce sont les bizarreries des élections au Sénégal. Et puis récemment, quand il a lancé son mouvement et lorsqu'il faisait ses émissions, il m'a invité une fois d'ailleurs, je pense, à cette émission-là. Et aujourd'hui, on se retrouve ensemble dans un cadre politique qui s'appelle Congrès de la Renaissance démocratique des Kilbok. Monsieur Duval, je vous salue avec beaucoup de respect, puisque pour un journaliste, faire les théâtres d'opération, les théâtres de guerre, je crois que c'est les étoiles, quoi, pour un général. C'est ce que j'ai toujours compris de mes amis journalistes. Mes amis journalistes me disaient toujours qu'ils rêvaient d'aller en Somalie, ils rêvaient d'aller en Afghanistan, faire des reportages, parce que pour un journaliste, c'est le Graal. Voilà, très bien. Alors, félicitations pour tout ce que vous avez fait. Et évidemment, ça vous rapporte beaucoup d'expérience et, comme vous dites, beaucoup de questions à lui poser. Je ne vais pas être très long, juste pour dire que j'aimerais que vous reveniez sur, non pas les chapitres qui parlent de la vie politique sénégalaise, les émeutes et autres, mais sur le chapitre 26, je crois. Le chapitre 26, pourquoi les coups d'État militaires en Afrique. Et donc, ce serait bien si vous pouvez refaire votre émission là spontanément. Je pense que ce serait une très bonne chose, M. Duval. Voilà ce que je voulais dire. Je remercie tout le monde et bonne journée. Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est un pape Sarr très honoré mais très heureux de prendre la parole à l'occasion de cette cérémonie de dédicace. M. Duval, je vous salue et je vous souhaite la bienvenue dans notre cher pays, qui est le pays de tout le monde. J'ai aussi connu Ibrahima Thiam sur le champ politique. Et retenez bien, j'étais candidat aux dernières élections municipales. Mon téléphone sonne. Ibrahima me dit, je suis à Paris, mais je viens demain à Dakar. Et quand j'arrive à Dakar, il faut que je vienne participer à ta campagne. Il l'a dit, il l'a fait. De l'aéroport, il vient à Ngoï, à 130 km d'ici, et il fait une journée de caravane avec moi, au milieu de mes parents, au milieu de mes concitoyens. Je voudrais, Ibrahima, devant tous nos amis ici réunis, te dire merci. Je voulais aussi dire toute mon admiration pour la qualité de l'homme, la force de ses idées, la profondeur de sa réflexion. Depuis que je l'ai connu, qu'il s'agisse de nos réunions en vidéoconférence, en visioconférence, ou bien des liens des émissions qui ont fait l'objet de ce livre, qu'il ne manque jamais de m'envoyer, et dont j'ai toujours pris le temps de visionner et de revisionner, je pense que c'est un compatriote qui a des idées, qui mène un combat d'idées, qui mérite d'être présenté et mieux connu par nos concitoyens, ici dans notre pays,
mais également par nos frères africains et de la diaspora. Je pense que s'il a manqué quelque chose à cet événement, à cette activité, c'est que quelqu'un prenne la parole devant l'assistance et devant la presse pour dire qui est Ibrahima Thiam. Si c'est possible de le faire, je pense qu'il faut le faire. Si ce n'est pas possible de le faire, en tout cas moi, j'y ferai ma partition quand je lirai le livre et quand je publierai mes notes. Je voudrais terminer par poser une question, une seule, à M. Duval et à Ibrahima, comme Lamine l'a dit, MLD, notre très cher honorable. On commence l'émission de samedi ici. La géopolitique, en des termes simples, la politique envisagée sous l'angle de la géographie. Nous en sommes une victime, ici en Afrique. Nous en avons pris la pleine mesure, la pleine conscience, et nous sommes en train de nous organiser et de nous battre pour relever les défis, pour permettre à l'Afrique de revenir sur la scène internationale. Dans cette perspective-là, je pointe du doigt une équation, ou en tout cas une situation qui est là, qui est devant nous, que je formule sous forme de libellé de thème. Le retour de la Russie sur la scène internationale. Quelle signification pour le Sénégal? Quelle signification pour l'Afrique? Quelle signification pour la paix et la stabilité dans le monde? Merci. Alors, messieurs, c'est à vous qu'on va répondre. Merci Momodou Lamine pour le témoignage et pour la question très pertinente. En fait, moi je suis très tranché sur la prise de pouvoir des militaires. Pourquoi? Parce que je me dis la place des militaires reste dans les casernes pour mieux dynamiser une démocratie. En revanche, je suis tout à fait d'accord, quand nos hommes d'État violent la Constitution, effectivement, on a ces cas de figure où les militaires reprennent le pouvoir. Mais il faut pour autant dénoncer aussi bien le viol de la Constitution par des présidents de la République élus et qui veulent faire un troisième mandat ou un mandat de tour. Mais de l'autre côté également, je me désole que certains de nos compatriotes continuent de croire que la prise de pouvoir par les militaires est un salut pour le peuple. Dans tous les pays, on se rappelle, dans toutes les dictatures, celui qui vient à libérateur part en bourreau. Quand on regarde l'histoire, effectivement, des prises de pouvoir par les militaires, c'est pourquoi je reste toujours tranché en disant que la place des militaires reste dans les casernes et que le pouvoir doit revenir aux civils. Alors, moi, je n'ai pas trop en rajouter là, sur ce que vient de dire Ibrahima. Moi, je suis plus un interrogateur, un curieux de l'histoire, un curieux de l'événement, un curieux de l'actualité. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir mes idées et de pouvoir en parler. On n'a pas, malgré tout, sa langue dans sa poche, surtout quand il y a des événements aussi tragiques que ceux que nous vivons. J'avoue que de voir ce qui se passe actuellement, si vous voulez, en Ukraine, mais c'est terrible. Moi, je suis né au lendemain, bien sûr, quand même, de la Deuxième Guerre mondiale, malgré mon grand âge, donc je ne l'ai pas connu. Mais pour autant, quand on voit les images effrayantes des bombardements de Dresde ou Berlin qui était tombé en ruine complètement, etc., voir aujourd'hui en Europe, un pays européen, d'ailleurs De Gaulle parlait en fait de l'Europe en parlant de Brest à Vladivostok et finalement de l'Atlantique à l'Oural. Et vraisemblablement, je ne sais pas ce que vous en pensez vous les uns les autres, mais moi je suis en tous les cas de ceux qui considèrent que la Russie a plus une racine européenne qu'une racine par exemple asiatique. Aujourd'hui, il y a un conflit à ce niveau-là parce que son dirigeant actuel est manifestement très anti-occidental, très anti même européen. Donc là, il a choisi un camp différent. Mais je suis convaincu, pour ma part, plutôt là en observateur de l'histoire, que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais c'est pas grave au regard de l'histoire, la Russie retrouvera ses racines européennes et réintégrera le giron européen. Là, c'est une avarie de l'histoire. Alors une avarie qui est dramatique, parce que véritablement,
Moi, je vous avoue que j'ai connu des scènes qui étaient notamment en Bosnie-Herzégovine, ou même en Albanie, au Kosovo, etc., qui étaient tellement, c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, douloureuses. On n'est pas si nombreux que ça, finalement, vous savez, à vouloir faire ce job de journaliste, pas de guerre, mais de journaliste qui va aller sur des lieux de confrontation. On ne se bat pas, finalement. Moi, dans la rédaction où j'étais le seul candidat, dans le fond. Et ça m'arrangeait bien, parce que, dans le fond, je n'avais pas de concurrence comme ça. Mais, et c'est vrai aussi, vous disiez tout à l'heure à propos des généraux, je vais vous faire une confidence, des généraux, j'en ai côtoyé quelques-uns, ils m'enviaient, parce que j'avais plus d'opérations extérieures, comme on dit, des OPEX, à mon compteur en tant que journaliste, qu'eux n'en avaient jamais eu et n'en auraient jamais en tant que général. Certains même n'avaient d'ailleurs jamais connu la guerre, enfin les opérations extérieures, et n'avaient connu que finalement le travail dans leur bureau, dans les ministères. Donc ils se sont désolés ou s'en félicitaient. Mais moi j'avais effectivement eu la chance, si j'ose dire, d'avoir été au contact véritablement des événements. Vous savez, je vais vous dire, moi j'ai un de mes très bons amis qui est un très haut fonctionnaire. Je ne citerai pas son nom et je ne dirai pas sa qualité, parce que c'est une question de respect de l'anonymat, si vous voulez, mais au Mali, qui me confiait bien que la sécurité au Mali, c'était, et encore, Bamako et 30 km autour de Bamako. Or, le Mali, vous le savez mieux que moi, c'est un pays 2 fois grand comme la France. Ça veut donc dire que 95% du territoire n'est absolument pas sous contrôle. L'État n'y est absolument pas présent. Il y a quelques villes, heureusement, où les djihadistes ne viennent pas faire des incursions, où il existe encore de l'école, où il existe de la police, où il existe de la gendarmerie. Mais ça se compte sur les doigts de la main. Donc voilà un immense pays qui est aujourd'hui, dont la sécurité, je ne sais pas comment elle sera obtenue. Alors, je ne vais pas, moi, en tant que Français, parler et de justifier une opération militaire comme Barkhane. Ce n'est pas à moi de le faire ici. En revanche, on va voir si la présence, vous faisiez allusion aux Russes tout à l'heure, bon là ça s'est fait pour le moment par l'intermédiaire de groupes de mercenaires. Des mercenaires qu'on connaît bien, le groupe Wagner. On les retrouve d'ailleurs, il semblerait que Vladimir Poutine les a appelés dans le Donbass pour venir donner un coup de main également, comme il leur a appelé les Tchétchènes, comme il les a appelés les Tchétchènes, comme il leur a appelé des Syriens. Alors effectivement, il y a des éléments de Wagner, d'ailleurs le Mali a refusé pendant très longtemps de le reconnaître. Il y a des éléments de Wagner, 1 millier d'hommes apparemment au Mali. Si vous pensez, moi pour connaître un petit peu le Mali, la situation au Mali, parce que je m'y tiens très, très informé avec ces amis que j'y ai, que l'on peut rétablir la sécurité dans la lutte contre le djihadisme avec 1 millier d'hommes de mercenaires de Wagner, j'en doute fortement. Alors le problème en revanche, et je repasserai à Ibrahima, que je voulais soulever aussi, c'est qu'avec ce pouvoir, cette junte militaire qui s'installe au pouvoir, et qui est actuellement avec laquelle, vous savez, il y a des négociations notamment avec la CEDEAO, pour ramener ce qu'elle estimait devoir être un délai de 4 à 5 ans, c'était un peu leurs exigences aux militaires. La CEDEAO voudrait le ramener entre 16 et 12 mois. Actuellement, la junte semble vouloir faire un compromis, on va voir ce qu'il va en advenir. Mais le drame, c'est que depuis plusieurs mois, face à cette situation, la CEDEAO a imposé des sanctions au Mali. Et est-ce que ce pays, qui n'est quand même pas non plus un pays dont le produit national brut est très important, a besoin de ces sanctions? Bien sûr que non. Il en souffre terriblement. Donc on ne peut souhaiter que tout simplement, on retrouve, comme le disait mon ami Ibrahima, une voie démocratique, que à nouveau les civils gouvernent, car c'est bien les civils qui doivent gouverner un pays, non pas les militaires. La place des militaires, comme l'a dit Ibrahima, et moi je les côtoie assez souvent, depuis assez longtemps, sont vraiment dans les casernes. La place est dans les casernes. Et qu'ainsi, avec un pouvoir civil qui reprendrait les manettes au Mali, les sanctions puissent être levées et qu'il y ait à nouveau une ouverture sur le plan économique pour ce pays. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Je voudrais juste revenir sur la question du Mali. Quand même, il y a quelque chose à dire. Il est vrai qu'en 2012, quand les djihadistes voulaient s'emparer de Bamako, ils étaient à quelques kilomètres de Bamako. C'était une colonne d'armée française de 650 personnes qui les ont stoppés net. Et si vous vous rappelez à cette période-là, vraiment 650 militaires l'ont stoppé. Et par la suite, les Maliens n'ont pas compris.
qu'avec l'opération Serval, puis ensuite l'opération Barkhane, qui a mobilisé plus de 14 000 soldats, on n'a pas réussi à stopper l'avancée des djihadistes. C'est là où justement Jean-Yves Duval, j'ai dit, il y a une certaine forme d'hypocrisie diplomatique de la part de la France, qu'on ne le dit pas assez. Et ce qui fait aujourd'hui un sentiment anti-français au Mali, c'est qu'à un moment donné, dans la tête des autorités françaises, il fallait créer un État, parce que le Mali était trop grand pour la France pour être gouverné par un pouvoir central. Et quand ils sont arrivés à Gao, ils ont demandé aux militaires français, non, aux militaires les militaires maliens, de s'arrêter, et c'était aux Tchadiens et aux Français. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est qu'ils avaient un compromis avec l'Azawad pour créer un État. Or, au Mali, il faut se dire que les Touaregs ne représentent que 2% de la population. C'est comme aujourd'hui, on essaie de faire de la Casamance un pays indépendant. C'est ce qui fait le contentieux français avec les Maliens. C'était juste pour un rappel. La deuxième chose, je reviens sur la question de la Russie. Là aussi, bon, comme toujours, comme nos discussions de samedi, il ne s'agit pas de désigner l'agresseur et de l'agresser. C'est-à-dire, ce n'est ni du blanc ni du noir. Il y a une zone grise qu'il faut se dire. Parce que les accords de Minsk n'ont pas été respectés et que, justement, les Russes, à un moment donné, ils se sont dit qu'ils ont fait un pas. D'ailleurs, en 91, quand il y a eu l'éclatement de l'Empire russe ou de l'Union soviétique, ils ont tendu la main aux Américains et aux Occidentaux. Et on ne les a pas regardés, on ne les a même pas entendus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine, quoi que l'on puisse dire, moi je ne le porte pas non plus dans mon cœur parce que c'est un homme très autoritaire, mais, et c'est là il faut également poser la question, parce que chez nous les Africains, on est de plus en plus pro-russe. Pourquoi on est pro-russe? Parce que en réalité, on est en opposition du néocolonialisme français. Ce n'est pas une bonne chose, je ne dirais pas que c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que moi, depuis que je suis là, je n'ai jamais vu dans le pays une réalisation russe, quoi que l'on puisse dire. Il y a nos intellectuels qui ont été formés à Moscou, effectivement, mais la Russie, quoi que l'on puisse dire, c'est un pays économiquement faible. Il représente, il a le PIB de l'Espagne. Il est super armé et dans la conscience des Sénégalais ou des Africains en général, Poutine peut faire face au colonialisme occidental. Mais nous, à mon avis, je pense qu'il ne faut pas voir du blanc et du noir. Il y a une zone grise. Et cette zone grise, c'est la position des non-alignés. Que, effectivement, notre président de la République a essayé de prendre cette position-là, mais qui est une tradition sénégalaise. Voilà tout ce que je voulais dire sur la Russie. Oui, pour compléter ce que vient de dire Ibrahima, je partage d'ailleurs. Il est vrai que notamment au lendemain de l'effondrement de l'Empire soviétique, il y a eu des tentatives de la part de la Russie de négocier, de se rapprocher avec l'Occident, et les Américains en premier ont refusé la main tendue. Donc il est certain, de même qu'il y a eu après, dans les années qui ont suivi, une position assez dogmatique de l'Ukraine qui n'a pas rendu non plus les choses faciles. Il est évident que le fait de vouloir par exemple adhérer à l'OTAN représentait pour la Russie un casus belli. La Russie, c'est bien normal, avait vu son empire s'effondrer. Je voudrais vous dire juste un mot après des empires. Avait vu son empire s'effondrer, l'empire soviétique. Et Poutine, qui est un ancien lieutenant-colonel du KGB, qui était en poste en Allemagne de l'Est, a très mal vécu cette période d'effondrement de l'empire soviétique, du mur de Berlin, etc. Et donc tous les pays satellites, évidemment, l'Allemagne de l'Est, la Tchécoslovaquie, avant de devenir Tchéquie et Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, etc., tout d'un coup ont basculé dans l'univers, entre guillemets, donc du monde libre. Et donc la Russie a vu ces fameuses frontières, avec les forces de l'OTAN, se rapprocher dangereusement de son territoire.
On peut les comprendre, c'est bien naturel, parce que, après tout, chacun a besoin d'avoir sa sécurité dans sa maison. Et d'ailleurs, je crois que les Russes attendent qu'on leur garantisse cette forme de sécurité. Alors aujourd'hui, malheureusement, je serais tenté de dire que l'effet obtenu aujourd'hui va être contraire à celui recherché. Car Poutine, par son action malgré tout en Ukraine, même si, comme j'ai dit, il y avait de bonnes raisons pour peut-être qu'il soit mécontent, va avoir vu renaître véritablement l'activisme de l'OTAN. Ok, aujourd'hui, on va dire que l'Ukraine a abandonné, d'ailleurs il l'a dit, cette revendication d'adhérer à l'OTAN, mais en revanche non à l'Union européenne. Ça, c'est moins gênant aussi pour la Russie. Mais elle a vu aussi la Russie, tout d'un coup, les Européens s'unir beaucoup plus qu'ils ne l'étaient auparavant. Donc finalement, aujourd'hui, indépendamment de la question militaire, c'est une situation qui n'est pas très positive et favorable aux destinées, aux objectifs du Kremlin. Bon, on sait aussi que quand même, après avoir annexé la Crimée, qui d'ailleurs leur appartenait quelque part, la Crimée n'a jamais été véritablement un territoire de l'Ukraine. La Crimée appartenait toujours historiquement à la Russie. Donc qu'elle l'ait récupérée, il n'y avait rien là, après tout, de normal. Et quand Ibrahima a fait allusion aux accords de Minsk, ils n'ont pas été assurés, ils n'ont pas été tenus par les Occidentaux. Et donc c'était normal que les Russes se montrent un petit peu quand même mécontents. Et donc aujourd'hui, la revendication est surtout le Donbass, les fameuses républiques effectivement de... Alors on va voir où ça va aller, bien entendu. Ça, c'est pour ce qu'on pouvait rajouter sur cet aspect-là. Moi, je voulais vous faire aussi part d'une petite réflexion qu'on peut partager ensemble. À un moment donné, on a pensé à la fin des empires. Vous savez, les empires, on les connaît depuis la nuit des temps. L'empire romain, l'empire grec, l'empire égyptien, l'empire, etc. L'empire ottoman, etc. Mais avec l'effondrement de l'empire soviétique, le dernier grand empire, on pensait qu'on en avait fini véritablement avec les empires. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit au contraire la résurgence des empires. Bien sûr, l'empire russe, qui n'est plus l'empire soviétique, mais où Poutine rêve un peu de rétablir un empire avec évidemment la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. C'est-à-dire, parce que l'Ukraine est le berceau aussi de la Russie. C'est pour ça que c'est très, très curieux et très, très étonnant cette guerre qui se livre là-bas. Et donc l'empire russe tente de renaître sous l'action de Vladimir Poutine. On voit l'empire américain qui est toujours là bien présent. L'empire chinois, bien entendu, qui lui monte en force, en puissance, car demain la Chine sera la première puissance mondiale et économique entre autres, mais pas seulement. Et puis vous avez un empire qui monte également, qu'on a connu, qui était l'empire ottoman, à travers les Turcs, et où on voit d'ailleurs l'influence aussi en Afrique. Autrement dit, l'Afrique, dont nous parlait Ibrahima à juste titre, qui hier était l'objet, effectivement, d'actions coloniales que je ne soutiendrai pas ici, c'est évident. Et je ne suis pas de cette génération en plus de ça, ce qui m'arrange bien, parce qu'évidemment, mais je ne veux pas faire non plus de repentance devant vous. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui, en revanche, vous avez la Russie qui s'intéresse de plus en plus à l'Afrique, comme il vient de vous le dire, après s'être intéressée notamment aussi à la Syrie, à la faveur des événements récents, et puis la Turquie qui s'intéresse de plus en plus aussi à l'Afrique. Donc vous voyez, vous êtes aujourd'hui, vous-même, l'Afrique, un véritable enjeu pour les Russes, les Américains, les Français et aussi les Turcs. Donc vous voyez, tout ça, c'est une situation extrêmement complexe. Cher ex-journaliste, Monsieur le Président, dans matin, avec ce mouvement politique, à savoir notre avenir, bonjour. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Abdourahmane Marena, étudiant en licence 3 en univers juridique, banque et assurance à l'Université Dakar Bourguiba du professeur Tapesca. Bonsoir encore. Chers journalistes et étudiants, d'abord, c'est un immense plaisir d'assister à cette séance de dédicace que le président Charles, qui a pu apporter la pierre à l'église pour la réussite de cet ouvrage et accompagné de son ami Jean-Yves Duval.
que je les suivais sur les réseaux sociaux et vraiment cela me va droit au cœur. Bon, j'entendais parler de la Russie, de moi, ce qui me concerne. De plus, savoir le tituler, le monde vit de ma teranga. Vous savez, ce mot teranga, c'est notre Sénégal. Oui, ce mot appartient à notre pays. Le Sénégal, pays de la teranga. Sur cette lancée, vous avez pris comme intitulé le monde vit de ma teranga. J'aimerais que vous nous expliquiez comment le monde voit notre teranga, en quelque sorte. Et je vous remercie. Voilà, et toutes mes félicitations d'abord à M. Yvan, Jean-Yvan Divan. Félicitations d'abord parce que les journalistes, reporters des conflits, et moi je dirais d'ailleurs, ce sont des gardiens de l'histoire, des témoins de l'histoire, puisqu'au péril de votre vie. Voilà. Et donc, vous avez parlé bien sûr de l'hospitalité des Sénégalaises. Vous avez passé partout, mais vraiment, celle du Sénégal vous a beaucoup marqué. Et je pense d'ailleurs c'est là qui vous, n'est-ce pas, le titre de cet ouvrage, n'est-ce pas, le monde vu matériel. Alors, est-ce que cela est dû au fait que vous avez beaucoup parcouru dans les pays, disons, conflictuels ou bien conflits? Est-ce que c'est ce qui vous a influencé vouloir, n'est-ce pas, prendre l'espace ce titre, le monde vu matériel? Voilà, c'était juste une petite contribution par rapport à cette réflexion, par rapport à ça. Alors, d'abord, on est effectivement plutôt que des gardiens, des témoins, vous le savez bien, vous en êtes un aussi. Des témoins et modestes. Il faut que nous restions chacun à notre place. Donc, l'important est de bien faire son job. C'est tout ce qui compte. De l'aimer, de le faire passionnément et de le bien faire. Alors, quand vous évoquez le titre, alors évidemment, on l'a discuté à deux. On est quasiment en couple tous les deux. Et alors, je le disais tout à l'heure à la directrice d'ailleurs de la librairie, je vais vous faire quelques confidences, qui est une sœur catholique. Je lui disais, Ibrahima est musulman, j'ai des origines catholiques, comme tout bon Français à la naissance, on est catholique d'office. Après, on devient ou pas pratiquant, on le reste ou pas. Mais je disais, la grande richesse de la relation amicale, d'amitié, pas amicale, d'amitié, exceptionnelle même, et rarissime. Car c'est mon premier ami, j'en ai 2-3 autres, mais un qui est malien. Donc vous voyez, il faut que j'aille chercher déjà un peu plus loin pour trouver un Français dans mes amis. Donc, eh bien, cette relation-là, elle a été aussi faite, alors évidemment, à travers ses qualités. Ceux qui connaissent Ibrahima, je le dis, c'est un garçon courageux, loyal, sincère, gentil, généreux, et on pourrait encore en dire davantage. Donc, comment ne pas être l'ami d'Ibrahima? Lorsque donc on vit un peu en couple, là, lui il est donc d'essence musulmane, et j'ai énormément appris, si vous voulez, j'en savais déjà bien sûr, sur l'islam, mais au contact d'amis comme lui, j'enrichis mes connaissances de l'islam. Et même si ce n'est pas sur un plan spirituel, c'est du moins sur un plan intellectuel, un enrichissement formidable, car l'islam est une immense religion, une très grande religion. Et je vous avoue avoir même un penchant intellectuel pour le soufisme par exemple. Mais ça, c'est très personnel, je vous fais une petite confidence. Mais voyez ce contact avec des amis qui sont africains, qu'ils soient sénégalais, maliens, à travers notamment nos conversations qu'on a, par exemple, sur la religion, on n'a pas de sujet tabou. Eh bien, c'est un enrichissement réciproque. Et ça, c'est formidable. Donc, comme on forme une sorte de couple à la radio, lorsqu'on a décidé de publier le livre, on s'est concerté. Et c'est vrai que la teranga, c'est quelque chose qui frappe les esprits, notamment européens, français. C'est tellement vrai. Quel est ce pays d'Afrique qui soit plus chaleureux, plus hospitalier que le Sénégal? Non. Et je vais me permettre d'ailleurs de faire une toute petite incursion supplémentaire. On parlait tout à l'heure des régimes, des militaires, etc., etc. Moi, vous savez, ce qui me désole, c'est de voir qu'en Afrique de l'Ouest, et sans porter de jugement de valeur, encore une fois, mais que ce soit au Mali, le Burkina Faso, le Tchad, la Guinée, etc., on est maintenant des régimes militaires. Et vous avez la chance, le privilège, mais un signe, et une chance exceptionnelle d'avoir, vous, une longue tradition démocratique. Je m'appelle Neymar Issa.
Est-ce qu'il y a la personne? Ah, voilà. Particulièrement, qui est mon beau-frère. C'est une personne déterminée, calme, respectueuse. Vraiment, nous souhaitons d'aller de l'avance dans son combat. Et aussi, vraiment, je lui souhaite un très bon parcours. Monsieur Thiam, yàlla na la yàlla defal jàmm, defal la salaam, defal la sutura, defal la teraanga. Merci beaucoup. Ceci et je l'adresse à mon ami Jean Duval pour lui dire que dans ces émissions-là, en fait, il a montré en grande partie qu'il est un militant c'est un humaniste, un militant du tiers-monde, un militant bien entendu pour le rayonnement de l'Afrique. Alors je voudrais simplement lui poser la question à savoir, l'articulation que peut-être je ne parlerai pas de M. Thiam parce que c'est vous qui posez les questions, donc c'est vous qui avez les orientations et peut-être que vous le faites en collaboration avec lui. Quelle est aujourd'hui la place de l'Afrique? En fait, est-ce qu'on peut envisager aujourd'hui quelle place pour l'Afrique après peut-être la situation qui se passe actuellement entre l'Ukraine et la Russie? Peut-être une émission va suivre par rapport à ça. Je me joins au remerciement des prédécesseurs. Remerciement adressé à M. Duval, à M. Thiam. Je voudrais faire simplement un témoignage à l'endroit de Ibrahim Thiam. Il y a au moins 35 ans, quand nous étions à Kaolack, il me disait souvent, grand, je veux être un citoyen du monde. Ça fait au moins 35 ans. Je lui répondais à chaque fois, c'est une utopie. Il rétorquait en disant une formule de Victor Hugo. Il me disait, l'utopie, c'est la vérité de demain. Et aujourd'hui, ce serait des réalités. C'est quelqu'un qui a le courage de ses idées. Depuis sa tendre enfance. Et il a été un talibé. Il a été dans le Dara, à Mbaké. Il avait son pot et il allait de maison en maison chercher sa pitance. À force de travail et de courage, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est un exemple à suivre. Son livre est une matière, puisque depuis quelque temps, au Sénégal, sur le plan politique, c'était des débats de bas étage. Aujourd'hui, il nous donne une matière. Il enrichit le débat politique. Et c'est ce que nous attendons de nos hommes politiques. Des gens qui émettent des idées qui nous permettent de réfléchir et de nous projeter vers l'avenir. Il parle d'une troisième voie dans son livre. Effectivement, nous constatons qu'il y a une sorte de bipolarisation au Sénégal. Il y a d'un côté le pouvoir et de l'autre, M. Sonko, qu'on le veuille ou pas, il est à l'heure actuelle un des opposants qui est sur la ligne de mire. Et lui, il propose une troisième voie. Et je voudrais tout simplement demander à M. Thiam, cette troisième voie-là, son contenu d'une manière très succincte. Et ensuite, nous sommes confrontés avec le problème de l'eau. Il y a le forum de l'eau qui vient de se terminer. Et nous avons des problèmes au niveau du Sénégal pour l'alimentation en eau. Et dans cette troisième voie-là,
J'espère que vous avez intégré le problème de l'eau, puisque ça se trouve dans le chapitre. Merci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc moi, je vais intervenir. Donc mon intervention porte surtout, pas sur le champ politique, mais sur le champ donc, familial. Parce que je tiens à remercier d'abord M. Dival et M. Ibrahima Thiam. Je dirais plutôt pas Ibou. Parce que pour simple anecdote, hier, quelqu'un m'a appelé pour me dire il paraît que vous connaissez Ibrahima Thiam, qui est politicien en France. Je dis Ibrahima Thiam, non, je ne connais pas. Il a insisté, je dis non, pas Ibou. Je ne connais même pas le nom de Ibrahima Thiam. C'est pas Ibou qu'on l'appelle. Donc moi, j'interviens parce que Ibrahima Thiam est mon jeune frère. Il s'est toujours accompagné avec mon jeune frère qui est décédé du nom de Mamour Fall. Donc, comme je vous ai dit, j'interviens sur deux pôles. Le premier pôle, c'est que je voudrais qu'il puisse enrichir le chapitre 3 de son livre. Le livre est très intéressant, je les félicite très bien, mais le contenu du chapitre 3, je voulais vraiment faire un mémo à Ibrahima Thiam pour qu'il puisse l'approfondir et qu'il puisse parler de l'impact de la pandémie du Covid-19 en général dans le monde, mais particulièrement au Sénégal. Parce que l'impact est colossal, ça a un impact extraordinaire. Je voudrais vraiment lui apporter ma contribution en faisant un mémo que je vais l'envoyer pour qu'il puisse enrichir l'impact de la pandémie Covid-19 au Sénégal, en particulier. Beaucoup d'entreprises actuellement, pour ne pas entrer dans le vif du sujet et vraiment polariser la parole, beaucoup d'entreprises actuellement sont fermées, des pères de famille à genoux à cause de la pandémie du Covid-19. Ça a créé des débats économiques au Sénégal, énormes. Et la pandémie de la Covid-19 a été très mal gérée au Sénégal. Donc vraiment, je voudrais apporter ma contribution sur ce chapitre 3 de son livre. Oui, bonsoir tout le monde. Et bonsoir Ibrahima Thiam, bonsoir Jean-Yves Duval. Bon, c'est juste un petit témoignage que je voudrais faire à propos de M. Thiam, dont j'ai parcouru la plupart de ces deux livres. Je ne parle pas du livre d'aujourd'hui, Le Nouveau Vu de Materanga, mais je parle du livre Un Nouveau Souffle pour le Sénégal. Vous allez me pardonner un tout petit peu, j'y mets un peu de Wolof. Je peux dire que Ibrahima, sa nouveau souffle, amna barke. Tes paroles ont une bénédiction parce que le nouveau souffle a bien répondu ces temps-ci. Le Sénégal a bien vécu de nouveaux souffles parce qu'on est parvenu à gagner une Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça, c'est un nouveau souffle. On l'a tous soufflé. Donc le nouveau souffle a encore soufflé parce qu'on a une troisième qualification qu'on attendait et puis on l'a réussi. Donc ton nouveau souffle a une bénédiction. Donc pour un petit rappel, pour ceux qui le connaissent, ou bien une présentation que je vous dois faire, Ibrahima Thiam, c'est le secrétaire général du centre de recherche Saint-Antoine Inserm Sorbonne Université et le président du mouvement Un autre avenir pour le Sénégal. Donc je l'ai côtoyé parce que moi je peux dire que je ne suis pas un politicien professionnel, mais comme je l'ai côtoyé, j'ai vu en lui des qualités humaines extraordinaires, raison pour laquelle je prends la parole pour le témoigner ce jour J, par chaque chose à son temps. Donc pour ce qui m'a beaucoup ébloui, ce qui m'a beaucoup frappé en vous, je peux dire que vous êtes un éminent intellectuel, fusionnel, mais ce qui m'a beaucoup frappé, ce sont tes qualités humaines. Parce que pour des intellectuels, on n'en manque pas. Mais ce qu'on a besoin actuellement, ce sont des hommes politiques qui ont des mains propres. Mais le moment où j'ai parcouru un de tes paragraphes où tu disais on peut être diplômé membre du Rotary Club et être un parfait imbécile, bon, vous me pardonnez du mot, donc c'est inclus dedans. Donc on peut venir aussi d'une famille modeste sociale et être une personne remarquable. C'est ce qui m'a beaucoup frappé en toi. Donc c'était un témoignage que je devais faire, je l'ai fait. Donc je vous souhaite une bonne continuation. Aussi, vous me pardonnez pour ne pas monopoliser la parole.
c'est ce qui m'a poussé à faire. Je peux dire que maintenant, j'ai la cartographie du Sénégal parce que j'ai parcouru Fatick, j'ai parcouru Saint-Louis pour distribuer tes livres. Donc je suis en cela et j'appelle à tout le monde, tout un chacun, xeebuñu kenn. Wow. Maintenant, une seule question que je voudrais vous poser, s'il vous plaît, te poser toi vous-même. Donc c'est juste, est-ce que vous êtes prêts? Parce que je peux dire que les intellectuels vous connaissent, parce qu'on est tous intellectuels ici. Mais ce ne sont pas les intellectuels qui élisent les présidents. Donc, est-ce que vous êtes prêts à venir au Sénégal, aller dans les hameaux, rendre visite aux Sénégalais, visiter la vendeuse de cacahuètes, le charretier, mes parents cultivateurs qui sont du côté de Niakhar? Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Donc, c'était la question que je voudrais vous poser. Merci beaucoup. En fait, je vais répondre aux différentes questions. La question de l'eau. Effectivement, je vous invite à lire dans mon livre les enjeux de l'eau. Et c'est un chapitre qui est consacré sur véritablement la guerre de l'eau. Le chapitre s'appelle La guerre de l'eau a commencé, où on aborde tous les problèmes de l'eau. Je vous laisserai la primeur de lire dans le livre. Concernant la troisième voie, en fait, qu'est-ce qu'on constate dans ce pays? C'est que d'une part, on est en face d'un chef d'État immobile, qui ne pense qu'à mourir même à mourir même au pouvoir, qui ne veut pas du tout laisser le pouvoir. Et de l'autre côté, on a un opposant qui fait incessamment un appel à la rue. Entre ces deux voies, moi je me propose, et avec mes amis, je ne suis pas le seul d'ailleurs, parce que quand je tourne à ma droite, je vois tous les hommes politiques du CRD qui finalement incarnent la troisième voie. C'est quoi la troisième voie? C'est que le Sénégal a besoin d'une république apaisée. On n'a pas besoin de violence. À chaque fois, quand un opposant dit sortez dans la rue, brûlons les bus et autres, moi je pense que ce n'est pas responsable. Et malheureusement, nous avons une jeunesse qui aujourd'hui répond à ces sirènes. Et de l'autre côté, nous avons un président de la République qui ne s'est pas, jusqu'à ce jour-là, déterminé à lâcher le pouvoir. D'ailleurs, le système de parrainage montre à tel point qu'il veut rester toujours au pouvoir, parce que c'est là une manière de sélectionner ses candidats. Voilà, en gros, pour résumer, c'est peut-être pas le contenu de la troisième voie, parce que la troisième voie, c'est également tout un concept politique, économique et social. Mais juste pour brosser l'architecture en disant, face à l'immobilisme et à la violence, il y a une voie pour la République et il y a une voie pour la démocratie. Merci beaucoup mon grand frère Dibi qui me parle de la situation de la pandémie. Effectivement, c'est un sujet vaste et jusqu'à présent, nous vivons les affres de la pandémie. Je suis tout à fait d'accord que jusqu'à présent, l'impact de la pandémie n'est pas encore mesurable. Nous avons tenté à notre niveau de parler de la situation de la pandémie dans le livre, de parler de la levée des brevets, de parler des questions qui finalement concernent tous les pays. En revanche, effectivement, on a brossé un tout petit peu le Sénégal. Et je suis tout à fait content si vous m'envoyez un mémorandum pour mieux enrichir notre réflexion sur la pandémie. Et pour finir, Ibrahima, c'est quoi être prêt? C'est la question que je me pose. Je suis ici, là, moi je peux rester en France avec ma famille, avec mon travail, en disant, je peux bien vivre comme tout le monde. En 2013, j'ai décidé de rentrer dans la politique. J'ai commencé le cheminement avec le président Pape Diop et ensuite je me suis dit, non, pour donner plus de poids à mon engagement politique, il fallait mettre en place un mouvement. C'est un mouvement jeune et je crois tellement à ce mouvement parce qu'au départ, quand on commençait ce mouvement, personne ne donnait un copec sur notre mouvement. Aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on est très connu, mais dans la place publique, on commence à nous connaître. Mon engagement pour le Sénégal est indéfectible.
je suis un Saloum Saloum qui veut apporter sa contribution au pays. J'ai déjà commencé à sillonner les villages. D'ailleurs, mon ami Papsar, en introduction, vous disait qu'on a parcouru Ngoï ensemble, mais lors de mes voyages, à chaque voyage, je parcours le Sénégal. Il est vrai que c'est un défi à relever, c'est le défi qui m'attend. Au niveau de la place publique, au niveau des acteurs politiques, je peux dire que tous les acteurs politiques me connaissent, sans exception. Tous les acteurs politiques me connaissent. Mais en revanche, j'ai un travail à faire au niveau de la population sénégalaise pour leur montrer ma détermination, mon engagement à apporter ma contribution pour le développement de ce pays. Jules, il est par là, Jules. C'est lui qui m'a interrogé tout à l'heure. On s'est rencontrés il y a 3 ans. Et, ah oui, il est là. Tu parlais de la Russie notamment et d'Afrique. Je ne suis pas un grand expert. Je vais juste émettre une idée. Actuellement, c'est vrai que ce qui se passe notamment entre la guerre entre l'Ukraine et la Russie pose des tas de difficultés, évidemment. Et notamment sur le plan alimentaire. On sait que l'Ukraine et la Russie sont les pays producteurs à 80-90%, notamment de blé, de céréales et autres. Et que beaucoup de pays d'Afrique, en particulier d'ailleurs l'Afrique du Nord, l'Égypte et aussi l'Algérie, comptent beaucoup après ces approvisionnements de Russie et d'Ukraine. Il n'y a pas longtemps, le président français, Emmanuel Macron, a eu le président sénégalais Macky Sall au téléphone en tant que président en exercice de l'Union africaine. Et ils ont essayé de tracer quelques pistes pour effectivement trouver à contourner cette difficulté, car non seulement il va y avoir des difficultés de production cette année, il y en aura pour l'année prochaine parce qu'en Ukraine, on ne peut pas ensemencer actuellement, on ne pourra pas ensemencer vraisemblablement avant un bon moment. Et puis quand vous avez des ports comme Mariupol ou autres qui vont être inaccessibles, il est évident que le transport des céréales ne pourra pas s'effectuer. Donc là, il va y avoir un véritable enjeu, et notamment alimentaire. Et j'entendais l'autre jour Dominique de Villepin, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères français, qui disait que cette crise ukrainienne avec la Russie pouvait constituer demain un véritable séisme planétaire, et notamment avec ce volet alimentaire. Et pour finir maintenant, juste d'un mot, si vous voulez, concernant Ibrahima. Alors moi, je ne vais pas me mêler au concert de louanges qui émane de ses amis, de ses frères qui sont présents, de sa belle-sœur, etc., que je comprends bien d'ailleurs. En revanche, parce que je suis obligé de rester un peu objectif, et puis je ne peux pas me mêler de la vie politique sénégalaise en tant que Français. Dieu sait si l'indépendance a fait que désormais chacun est maître chez soi, et que vous devez ainsi l'être et en dehors de toute influence étrangère, quelle qu'elle soit. Je veux simplement dire qu'à travers les émissions qu'on fait, et ce n'était pas le but recherché, je ne tenais pas à faire la campagne pour Ibrahima Thiam, faire la propagande pour Ibrahima Thiam. Mais en revanche, si vous voulez, ce que je peux vous dire en toute objectivité, c'est qu'en réalisant ces émissions de géopolitique chaque semaine, dans le fond, je le pousse un peu, je lui mets un peu un aiguillon dans les reins, en l'obligeant à se prononcer sur des grands sujets de politique internationale. Or, pour moi, si vous voulez, qui suis un témoin, un observateur vigilant depuis de nombreuses années de cette vie politique internationale, j'imagine mal un chef d'État qui méconnaîtrait les grands dossiers internationaux. Mais encore une fois, je ne veux pas porter un jugement de valeur sur l'actuel président sénégalais, sur ce qui, etc. Je veux simplement dire que Ibrahima Thiam, depuis plus d'1 an, et on poursuit notre aventure jusqu'à la fin de l'année et voire au-delà, si affinité, démontre semaine après semaine que quel que soit le sujet, il a un regard, il porte une analyse, il a des convictions, et ça me paraît important dans le background d'un candidat éventuellement au présidentiel. Donc voilà ce que je voulais dire. Et je ne veux surtout pas dire que ça sera le meilleur candidat demain. C'est les électeurs sénégalais qui en décideront. Ce n'est pas à moi de faire les élections pour vous. Et je peux simplement dire qu'au moins sur le plan de cette diplomatie étrangère, voilà quelqu'un qui aujourd'hui, je ne sais pas quel est le niveau des autres candidats potentiels, mais qui exprime ses capacités en matière de relations et de géopolitique, de relations internationales. Voilà ce que je voulais dire.